Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette partie qui va s'intituler donc bilan de matière lors de la charge ou décharge d'un accumulateur. Alors, en fait, ici, le but de cette partie, ça va être de déterminer, on va dire, la quantité d'électricité que on va pouvoir accumuler dans une batterie ou dans un accumulateur quel qu'elle soit. Donc pour ça, il va falloir étudier les réactions d'oxydoréduction qui vont se dérouler aux bornes positives et négatives et faire ce qu'on appelle donc un bilan de matière. Le bilan de matière va pouvoir me dire quelle quantité d'électrons je vais pouvoir fournir, et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir remonter à la quantité d'électricité que l'on va pouvoir produire dans un accumulateur, plutôt charger dans un accumulateur. Alors, c'est ce que je vous mets en introduction. Donc le bilan de matière permet de faire un lien entre les quantités de matière active consommées, donc la quantité de matière qu'on a de stocker dans les batteries par exemple, et produite avec la quantité de matière d'électrons ayant circulé dans le circuit extérieur. Alors on imagine que j'ai ici un accumulateur, donc il peut soit fonctionner en charge, soit en décharge, soit en charge. Donc évidemment dans ce cas-là, vous voyez que les pôles plus et moins, comme j'avais dit, sont les mêmes. Par contre, le sens de déplacement des électrons vont être inversés si je suis en décharge ou si je suis en charge. Alors généralement, on va dire que les équations qui vont se dérouler aux bornes sont données. Alors ici j'ai un accumulateur un petit peu particulier. C'est un accumulateur qui est utilisé, qui s'appelle donc NiMH. Donc NiMH, Ni c'est nickel et MH c'est métal hydrure. Et donc on va utiliser donc différents types de métaux et des hydrures donc à base d'hydrogène pour fabriquer ces accumulateurs. Alors peu importe, ici donc on va vous donner de toute façon les couples. Alors le couple ici c'est NiO2H, donc Ni c'est le symbole du nickel, et NiOH deux fois, donc c'est le premier couple. Et le deuxième c'est LaNi. Alors il y a une petite erreur ici, c'est pas un 3, c'est un 5. Donc La c'est le symbole du lantane, c'est un autre élément. Donc et LaNi5 aussi ici, avec 6 hydrogènes. Et de toute façon ici ça a été corrigé sur les bonnes formules là. Alors, donc on s'aperçoit d'une chose, donc déjà premièrement quand je suis en décharge, le courant ici, les électrons vont arriver vers la borne plus, ce qui veut dire que là, nous avons la cathode, et là les électrons vont repartir, donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle l'anode. Alors évidemment, quand je suis en charge, par contre c'est le contraire, ici ça sera l'anode, et ici ce sera la cathode. Par contre la polarité restera la même. Alors, on va imaginer que les équations sont déjà données. Alors, je peux faire une parenthèse ici pour vous montrer comment est-ce qu'on peut les obtenir, ces équations-là. Elles sont un petit peu plus compliquées, donc je vais le mettre sur le côté. Je suis pas sûr que ce soit à savoir, je le fais quand même au cas où, on sait jamais. Alors, déjà, premièrement, ici, je vous ai dit que c'était la cathode. Donc à la cathode, c'est ce que l'on appelle une réduction. Donc c'est-à-dire que je vais former ici le NiOH deux fois. Donc comme je forme le NiOH deux fois, je vais l'écrire à droite. Donc je vais écrire ma double flèche. Donc j'ai NiOH ici deux fois. De l'autre côté, j'ai NiO2H. Et donc je place mes électrons du côté. Qu'est-ce qui se passe là? Bug. Je place mes électrons du côté de l'oxydant, c'est-à-dire de NiO2H, et j'équilibre comme n'importe quel type d'équation. Alors donc, ce qui va se passer, c'est que je commence par équilibrer les atomes qui ne sont pas O et H, donc ici il n'y a que Ni, j'ai un Ni ici, un Ni, donc un nickel, un nickel. Ensuite, j'équilibre l'élément oxygène avec des molécules d'eau, donc j'ai ici deux atomes d'oxygène, et ici j'ai aussi deux atomes d'oxygène, puisque je le prends deux fois, la parenthèse ici va faire que je prends deux fois l'atome d'oxygène. Donc pas besoin d'équilibrer. Et maintenant les H, donc j'ai un H ici, et j'en ai deux là, donc je vais les rajouter ici, plus H+. Voilà, j'équilibre maintenant mes charges, donc une charge négative, une charge positive, ça fait 0, j'ai 0 de l'autre côté, donc ici tout va bien. Alors le problème ici, c'est que, pourquoi est-ce qu'on met des H+? On met des H+, parce que on va considérer que nous sommes en milieu acide. L'ion H+, c'est celui qui est responsable de l'acidité. Or, dans les batteries, on n'est pas en milieu acide du tout, on est en milieu basique. Et le milieu basique, il est dû à cet ion qui s'appelle l'ion hydroxyde, c'est H-. Alors jusqu'à présent, ma méthode
méthode elle fonctionne uniquement quand on est en milieu acide. Si je suis en milieu basique, eh bien il va falloir que je rajoute des H-. Je vais rajouter des H- autant que d'H+. Donc je vais les rajouter des deux côtés. Alors je vais réécrire exactement la même chose, sauf que je vais rajouter autant de H- que j'ai d'H+. Donc ça nous donne NiO2, H, plus électron, plus H+, donc plus H-, je rajoute qu'un seul, et je rajoute exactement la même chose de l'autre côté. Donc NiOH, 2 fois, plus H-. Ici, en fait, entre H plus et H-, en fait, ça va donner une molécule d'eau. Donc en fait, cette partie-là, donc H plus H-, je peux la remplacer en vous donnant H2O. Et là, on s'aperçoit que j'obtiens bien la même équation que j'ai marquée ici. Voilà, alors quand c'est en milieu acide, la méthode que j'avais donnée précédemment fonctionne. Quand c'est en milieu basique, eh bien, il faut rajouter des H-. Alors je suis pas tout à fait sûr que ce soit dans votre programme, c'est pas très explicite dans le programme pour savoir s'il faut savoir équilibrer en milieu acide et en milieu basique, ou la plupart du temps on le fait qu'en milieu acide, parce que vous voyez qu'en milieu basique c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas, alors je le montre comme ça une fois, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement des choses qu'on puisse vous demander d'équilibrer des équations d'oxydoréduction en milieu basique. Mais sinon, on peut faire la même chose. S'il y en a qui veulent, je vais faire le deuxième exemple qui se trouve ici. Donc ce deuxième exemple, je vais le faire. Et puis, sinon après, vous passez la vidéo si vous voulez pas regarder l'exemple. Mais je trouve ça intéressant au moins de l'avoir vu au moins une fois. Alors, à la borne moins, ici, j'ai les électrons qui partent. Donc comme j'ai les électrons qui partent, eh bien ici, c'est une oxydation, donc c'est ce qu'on appelle l'anode. Donc à l'anode, il y a toujours une oxydation, ça veut dire que je vais former un oxydant, ça veut dire que je vais former celui-ci. Je vous rappelle qu'ici c'est pas un 3, c'est un 5. Donc je vais former le LaNi5 que vous avez ici. Donc si j'écris ma demi-équation, je vais peut-être faire un peu de place ici. Donc là ce que je vais former, c'est le LaNi5, ce qui veut dire que de l'autre côté, eh bien c'est l'autre, c'est le LaNi5 H6. Oui, c'est ça, H6. H6. Voilà. Je mets mes électrons du côté de l'oxydant, c'est-à-dire du côté de LaNi5. Donc je rajoute mes électrons. Voilà. J'équilibre les atomes qui sont autres que H et O, donc un La, Ni5, Ni5, donc pas de problème. J'équilibre l'élément oxygène à l'aide des molécules d'eau. Voilà, j'en ai pas, donc j'ai pas besoin d'équilibrer. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais équilibrer les atomes, les éléments hydrogène avec H+. Donc à droite, il me manque des H+, donc je vais en rajouter. Donc plus H+. Comme j'ai 6 atomes, je vais rajouter 6 H+. Je dois équilibrer mes équations, mes échanges électriques, donc ça vous donne aussi 6 électrons ici. Voilà, donc j'ai équilibré la première partie. Mais comme je suis en milieu basique, eh bien je vais rajouter de chaque côté autant de H- que j'ai de H+. Donc ça veut dire que ici je vais rajouter plus 6 H-. De l'autre côté je vais rajouter plus 6 H-. Et dans ce cas-là, la partie qui se trouve à droite, là, donc celle-ci, va donner 6 H2O. Je peux l'enlever, je peux la gommer, et je vais marquer donc 6 H2O. Voilà, alors c'est comme ça qu'on peut obtenir ces équations qui se trouvent ici. Donc vous voyez exactement, ce sont les mêmes que l'on a là. Donc à partir du moment où on a ces équations-là, donc ça c'est les équations pour la charge. J'ai pas besoin de les refaire si j'ai besoin de faire la décharge, puisque ce sont les mêmes, mais à l'envers. Regardez bien ici, j'ai NiOH, NiO2H plus H2E électrons qui donne NiOH 2 fois plus H au moins. Eh bien c'est le contraire, cette partie-là se retrouve ici, et cette partie-là se retrouve à cet endroit-là. Donc j'ai inversé, même chose pour en dessous, j'ai inversé les deux termes ici, pour la charge ou la décharge. Donc en fait, globalement, les équations seront exactement les mêmes, sauf qu'elles sont évidemment inversées. Alors, donc là, à partir du moment où j'ai établi mes équations, on va pouvoir véritablement faire ce qu'on est venu faire ici, c'est-à-dire établir un bilan de matière. Alors, je suis passé à la suite et puis j'ai remarqué ici les équations parce que ça va être plus facile d'avoir tout en même temps sur la même page pour pouvoir comprendre ce que je vais expliquer. Donc à partir du moment où on a les équations ici, eh bien il existe une relation de proportion dans les conditions qu'on appelle stoichiométriques. Si je suis dans les conditions stoichiométriques, ça veut dire que j'ai mis les bonnes quantités en fonction des coefficients stoichiométriques qui sont devant
vos molécules. Et donc il existe une relation entre toutes ces quantités de matière que l'on peut avoir. Alors un exemple, si j'ai une équation de type du type petit a grand A, hein, ça c'est le petit a, c'est un coefficient stoichiométrique, et puis A c'est mon espèce, plus petit b grand B qui vous donne petit c grand C plus petit d grand D. Voilà, imaginons que j'ai une équation de ce type-là. Et bien si je suis dans les conditions stoichiométriques, j'ai une relation, c'est quoi? Et bien c'est la quantité de matière de A que je divise par petit a, qui va être égale à la quantité de matière de B, divisé par petit b. Donc en gros, à chaque fois, si je suis dans les conditions stoichiométriques, je connais la quantité de matière de ce que j'ai mis en A, je vais diviser par son coefficient stoichiométrique. Et ça, c'est valable pour toutes les équations que l'on peut avoir. Je peux dire égal aussi, c'est égal à n de c sur petit c, c'est égal aussi à n de d sur petit d. Et donc là, si je prends mes équations là, eh bien j'ai des relations qui peuvent s'afficher. Alors je vais faire uniquement ici, on va dire pour la charge, enfin pour la borne plus, de toute façon ça va être la même chose, ça va être la même relation. Donc pour la borne plus, c'est-à-dire celle-ci, donc la relation dans les quantités de matière, c'est la même pour tout le monde. Donc en fait, ça veut dire que la quantité de matière de NiO2H divisé par son coefficient stoichiométrique, le problème ici c'est que c'est 1, donc je le mets mais on l'élèvera tout à l'heure, ça va être égal à la quantité de matière de H2O, que je divise par 1, puisque le coefficient aussi c'est 1, est égal à la quantité de matière d'électrons, je peux calculer une quantité de matière d'électrons, divisé par 1, égale à la quantité de matière donc de NiOH deux fois, je vais finir ma parenthèse, sur 1, encore une fois, puisque c'est divisé par 1, est égal à n de h au moins, divisé par 1. D'accord. Alors des fois, dans certains ouvrages, il y a OH-, H au moins, c'est la même chose. D'accord. Il ne faut pas se préoccuper de ça. Donc là, le divisé par 1, je peux l'enlever, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ça n'a pas d'intérêt, puisque divisé par 1, ça change rien. Donc j'ai une relation ici entre mes quantités de matière. Donc en gros, si je connais par exemple la quantité de matière de NiOH que j'ai, je vais aussi calculer la quantité d'électrons qui vont pouvoir être produits ici. Alors je peux faire la même chose à la borne négative. À la borne négative, la quantité de matière de LaNi5 H6 sur 1, bon je vais pas le marquer ce que vous avez compris, est égal à la quantité de matière de H au moins, attention, divisé par 6, alors c'est pas bien écrit, je vais le réécrire. Donc, donc la quantité de matière de H au moins divisé par 6 va être égale à la quantité de matière de LaNi5, voilà, est égal à la quantité de matière de H2O, attention, là il y a un coefficient, c'est divisé par 6, va être égal à la quantité de matière des électrons, et pareil ici, attention, il y a un coefficient, c'est divisé par 6. Voilà, donc j'ai des relations entre les quantités de matière, il m'en suffit d'en connaître un pour connaître, on va dire, les autres. Alors, on peut écrire directement l'équation bilan à la décharge, et à la charge, et dans ce cas-là, je vais encore retrouver des quantités de matière. Alors pour ça, donc la décharge, ce sont les équations là. Donc je vais les additionner membre à membre, j'ai du mal. Attention aussi aux quantités d'électrons qui doivent être les mêmes. Alors ici j'ai un électron, donc je vais la multiplier ici par 6 pour avoir 6 électrons échangés et 6 électrons échangés ici. D'accord? Alors donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça fois 6, plus ça va être égal à ça fois 6 plus ça. Alors on y va. Donc on a 6 NiO2H plus 6 H2O. Alors les électrons vont s'annuler, donc je les mets pas. Plus LaNi5H6 plus 6 H au moins. Donc ça c'est la partie de gauche. Alors, voilà. Va vous donner donc la partie de droite 6 NiOH 2 fois plus 6 H au moins
et je rajoute donc plus LA NI 5 plus 6 H2O. Voilà, ça c'est la petite équation. Alors j'aurais peut-être pas dû mettre ça comme ça, peut-être que je vais changer sur votre feuille, vous aurez peut-être pas tout à fait la même chose. Sinon je vais pas avoir assez de place pour pouvoir le faire. J'ai pas pensé que l'équation serait aussi longue que celle-ci. Alors par contre là, il va falloir que j'essaye de faire des petites choses. Il va falloir que j'élimine tout ce qui est spectateur. Alors, si j'élimine tout ce qui est spectateur, regardez bien, j'ai 6 H2O à cet endroit-là, j'ai 6 H2O ici, donc je vais pouvoir les enlever. J'enlève mes 6 H2O, 6 H2O, voilà. J'ai aussi 6 HO-, 6 HO-, je vais pouvoir les enlever. Voilà, en plus c'était pas très bien écrit, c'est formidable. Alors je vais pouvoir les décaler du coup, hein. Peut-être que je vais avoir cette place finalement. Voilà, donc je les remise ici, donc non en fait j'ai pas cette place, donc ce que je vais faire c'est que en fait globalement l'équation de bilan de charge c'est la même chose, hein, mais dans l'autre sens, on va les inverser. Donc je vais pas forcément la refaire, ça n'a pas d'intérêt, c'est la même chose mais ici qui va être inversée. Alors, petit exemple. Donc à partir du moment où j'ai établi toutes mes équations et toutes mes relations de quantité de matière, eh bien je vais pouvoir être en capacité de calculer la quantité d'électrons qui vont être consommés ou produits, ça dépend si je suis en charge ou si je suis en décharge. Alors ici donc exemple, on considère la décharge d'un accumulateur, de l'accumulateur précédent, donc c'est cette équation que j'ai faite. On dispose d'une quantité de LaNi5H6 de 0,5 mol. Donc on a calculé au départ, j'ai mis ici 0,5 mol de cette chose-là. Quelles seront les quantités de matière nécessaires de NiO2H pour que les conditions stoichiométriques soient respectées? Si les conditions stoichiométriques sont respectées, ça veut dire que la quantité de matière, que le N de La Ni5H6 sur son coefficient, c'est-à-dire ici le coefficient c'est 1, donc je vais rien mettre, va être égal à la quantité de matière de ça, celui-là, donc NiO2H sur son coefficient 6 vont être égales. D'accord? Donc là, grâce à mes conditions stoichiométriques, je peux trouver la relation entre les deux. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est pas très compliqué, puisque si je veux la quantité de matière de O2H va être égale à 6 fois la quantité de matière de LaNi5H, et c'est là je la connais, donc ça vous donne 6 fois 0,5, ce qui vous donne 3 mol. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 0,5 mol de ça, il va falloir que je mette 3 mol de NiO2H pour être dans les conditions stoichiométriques. Ça veut dire que globalement, que tout soit consommé par rapport à la quantité que j'ai mis au départ. Voilà. Une fois que j'ai mes quantités de réactifs qui sont mis là, je vais pouvoir déterminer quelle est la quantité d'électrons qui sera produite. Donc si la quantité de LaNi5H6 est entièrement consommée. Donc dans ce cas-là, je vais essayer de retrouver une relation qui va permettre de relier soit celle-ci, soit celle-ci à la quantité d'électrons. Regardez, j'en ai plein. Alors la quantité d'électrons ici sur 6 avec celle-ci, d'accord? Ou alors, plus simple, la quantité d'électrons ici avec celle-ci. Donc je vais prendre la plus simple, je vais dire que la quantité d'électrons produite, la quantité de matière d'électrons produite, ça va être la même que NiO2H. Voilà. Donc je vais avoir que la quantité de matière d'électrons est égale à la quantité de matière de NiO2H, donc forcément qui est égale à 3 mol. Donc je vais pouvoir avoir la quantité d'électrons qui va être produite. Et maintenant ce qui va se passer, c'est que, alors c'est pas tout à fait clair dans votre programme, au point de vue des formules qui sont à connaître, mais si je connais la quantité d'électrons qui est produite, je vais pouvoir déterminer ce qu'on appelle la capacité de l'accumulateur, c'est-à-dire en gros, je vais pouvoir produire combien d'électricité. Alors, c'est pour ça que je la mets en remarque, mais je le mets quand même parce que je trouve que c'est important. Mais comme c'est pas tout à fait explicite dans votre programme, je préfère le mettre, mais plutôt en remarque. Alors donc la quantité d'électricité qu'on va noter Q, c'est ce qu'on va appeler aussi la capacité de votre accumulateur. En fait, elle va être proportionnelle forcément à la quantité d'électrons qui peuvent circuler dans le circuit extérieur lors de la charge
ou de la recharge de l'accumulateur. Donc c'est proportionnel. Donc cette quantité d'électricité, je vais la nommer Q. Voilà. Elle va être égale à quoi? Eh bien, elle est proportionnelle à la quantité d'électrons, donc je vais faire fois forcément la quantité d'électrons ici. Et cette coefficient de proportionnalité, c'est une constante qui s'appelle F et qui s'appelle la constante de Faraday. Alors cette constante de Faraday, je vais le noter ici, F c'est la constante de Faraday. Et on va essayer de voir en quelle unité elle se met. Donc je vais laisser un petit peu de place. Q, lui, ça va se mesurer, c'est une quantité d'électricité, donc ça se mesure dans l'unité de quantité d'électricité, c'est-à-dire le coulomb. Donc symbole C majuscule. La quantité de matière, c'est l'unité de quantité de matière, c'est la mole. Donc ce qui veut dire que votre F, si je passe le NE de l'autre côté, ça vous donne des coulombs divisés par des moles. Donc la constante de Faraday, elle va être égale à une certaine valeur. En tout cas, l'unité, je sais que ce sont des coulombs par mol, ici. Alors la valeur, elle n'est pas à connaître, c'est moi qui vous la donne. C'est 96 500 coulombs par mol. Voilà. Alors, ici, si j'ai la quantité d'électricité, alors la quantité de matière d'électrons, c'est pas très important. Ce qui va surtout m'intéresser, ça va être de les relier, on va dire, soit à l'intensité qui va être produite, ou alors à la durée. Vous savez peut-être que en fait, cette quantité d'électricité, je peux l'exprimer dans l'unité officielle, le coulomb. Par contre, c'est vrai qu'en pratique, on va pas trop utiliser le coulomb, on va plutôt utiliser une unité qui est plus facile, ce sont les ampères-heure. On avait déjà vu que dans une batterie, cette quantité d'électricité ou capacité, c'était un nombre d'ampères-heure ou de milliampères-heure. Ça, c'est ce qui est marqué sur vos batteries, et donc on va plutôt utiliser ça. Alors, dans le système international, le coulomb et les ampères-heure, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui veut dire que en fait, cette même quantité d'électricité peut se calculer connaissant l'intensité I du courant, ainsi que la durée delta T de la charge ou de la décharge. Et donc cette quantité, c'est quoi? Ça se mesure ici en faisant le produit de l'intensité ampère-heure. Donc ça veut dire des ampères, donc une intensité, fois des heures, fois une durée. D'accord? Donc ça, je peux aussi l'exprimer en coulomb ou en ampère-heure. Voilà, ou milliampère-heure, etc. C'est possible aussi. Donc on peut faire les deux, c'est tout à fait possible. Le coulomb, c'est dans la même dimension que les ampères-heure. Voilà, alors je vais m'arrêter parce que déjà la vidéo est déjà assez longue. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie-là et j'en ferai une pour faire la dernière partie.